Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec l'interview ce matin sur France Inter de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui est revenue sur les fausses alertes à la bombe. Ouais, des dizaines et des dizaines de fausses alertes à la bombe qui égrènent les établissements scolaires depuis hier et qui se poursuivent aujourd'hui. Eh bien, au micro de France Inter, elle est revenue sur les origines de ces fausses alertes. Nous avons mis en place d'abord la mise en sécurité des personnes et des élèves, des personnels et des élèves. Alors il y a des levées de doute, c'est pour cela que certains établissements ont commencé leur cours un peu plus tard que prévu. Ensuite, nous avons suspendu les messageries de l'espace numérique de travail, puisque pour vos auditeurs, en fait, ce qui pose problème, ce sont ces espaces numériques de travail dont certains comptes, ceux que les élèves et leurs parents peuvent consulter, sur lesquels il y a leurs notes, sur lesquels il y a les échanges avec les professeurs. Certains comptes ont été piratés. Les enquêtes se poursuivent et la ministre de l'Éducation nationale, qui connaît bien le portefeuille de la justice, a rappelé que les auteurs et les autrices éventuelles de ces faits encourent de lourdes peines de prison. Et malgré les actions annoncées par la ministre, eh bien, les alertes à la bombe se poursuivent dans toute la France. Oui, 3 établissements dans les Hautes-Alpes de Provence, d'après BFM d'ici. Une dizaine d'établissements évacués également dans le Vaucluse et menacés. Dans l'académie de Strasbourg, qui est particulièrement touchée, on a pris une décision radicale, celle de suspendre la messagerie sur ces fameux espaces numériques de travail dont parlait la ministre. Un nouveau protocole est désormais en place dans la région. Des fois, le France Bleu, un protocole en 3 étapes. D'abord, l'évacuation du collège ou du lycée concerné. Les élèves qui y sont autorisés peuvent rentrer chez eux. Ensuite, un appel au 17 et puis l'information auprès de la direction académique. Autre sujet, Guillaume, abordé par la ministre de l'Éducation, le choc des savoirs et notamment la mise en place des groupes de besoins. Et oui, on ne dit plus groupe de niveau désormais. Eh bien oui, et la ministre assure que malgré les craintes des syndicats et leur mobilisation, ces réformes seront maintenues et il ne s'agit pas, selon elle, de faire du tri social. Je réponds qu'il n'y a pas de tri d'élèves. Justement, c'est ce que nous n'avons pas voulu. Si vous voulez, c'est très simple. Ce que nous disons, c'est on veut améliorer les résultats de nos élèves en français et en maths, qui sont les 2 apprentissages fondamentaux. Pour cela, comment faire mieux que de travailler en groupe pour permettre une acquisition plus ciblée des compétences qui sont exigées. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'en 6e, en 5e, en maths et en français, nous prenions les élèves en groupe. Mais que ces groupes ne soient pas des groupes qui soient figés toute l'année. C'est-à-dire où il y aurait les plus aisés qui soient toujours dans le même groupe, les moins bons qui soient toujours dans le même groupe. Au contraire, nous donnons des temps pour brasser les groupes en cours d'année. Dernier sujet abordé par la ministre, cette fois-ci, elle parle du niveau des élèves, du niveau scolaire des élèves, et il y a des signes d'optimisme pour elle. Oui, elle avance même que les années Macron, preuve à l'appui, auraient fait du bien au niveau des élèves. Je vous propose là aussi d'écouter la ministre. Mais si vous voulez, on s'aperçoit que, vous savez que depuis 2017, on a mis en place des dédoublements, notamment en REP et en REP+, des dédoublements de classes en CP, CE1 et maintenant grande section. Et on s'aperçoit que ces élèves qui sont rentrés donc en 2017 dans les petites classes et qui ont été évalués en 6e ont des compétences, ont des acquis qui sont plus solides que ne l'étaient leurs prédécesseurs qui, eux, avaient été évalués en 2017, par exemple. Dans le reste de l'actualité, un couac à Puteaux où l'expérimentation pour l'uniforme scolaire ne se passe pas vraiment comme prévu. Et pourtant, tous les auspices et tous les signaux étaient ouverts pour cette expérimentation. Puteaux fait partie des premières villes à expérimenter pour ces différents établissements scolaires l'uniforme qui a été récupéré ce samedi par les élèves et par leurs parents, et c'est donc hier que ces élèves ont pu se rendre à l'école avec leur uniforme. Voilà par exemple ce que rapporte Le Parisien, une élève qui s'appelle Manon et qui dit: comme ça n'est pas obligatoire, ma mère ne voulait pas que je mette l'uniforme ce matin, mais j'ai choisi de le porter parce que je me sentais un peu obligée vis-à-vis de l'école et des autres élèves. Une certaine forme de pression. Mais ça n'est pas tant l'uniforme et le fait de la porter qui fait débat, mais c'est plutôt la provenance de ces uniformes distribués à Puteaux, puisque il y avait 2 exigences pour la mairie. D'abord, une exigence d'éco-responsabilité qui, semble-t-il, est respectée avec des uniformes conçus sans gaspillage d'eau et d'énergie. Mais le deuxième critère, c'était celui d'un critère du produit en Europe. Et là, c'est un peu la douche froide, puisque l'on a vu des étiquettes Made in Pakistan et Made in Bangladesh, voire pas d'étiquette du tout, comme c'est le cas pour les blouses des jeunes. Et voilà comment s'explique Vincent Franchi, premier adjoint au maire de Puteaux. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. S'il n'était pas légal d'imposer une provenance aux prestataires, mais seulement des normes, la société désignée par appel d'offres s'était engagée sur une production européenne. Et cette société a donc été convoquée cet après-midi pour rendre des comptes à la mairie.
On termine avec ces révélations de nos confrères de Marianne. Après avoir étayé plusieurs rapports de jury du concours de professeurs des écoles, le magazine met en avant de graves lacunes des aspirants du métier, notamment du côté de la culture générale. Oui, on le sait, le niveau baisse pour les enseignants et les moyennes sont de plus en plus basses pour être recrutés, notamment au CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles. Alors il y a des lacunes en orthographe et en grammaire et en mathématiques, mais plus inquiétant, ce sont les références culturelles qui font un petit peu peur. Par exemple, il y avait dans le dernier concours un extrait de roman de Clara Dupont-Moreau qui parlait du handicap des enfants et de ses implications normatives. Eh bien, le jury de l'Académie de Lille déplore que les références qui ont été utilisées pour analyser cet extrait sont notamment des références de la culture populaire, des films grand public et des dessins animés de Disney, au détriment de la richesse de la culture littéraire et patrimoniale. Voilà ce que dit également le jury du CRPE de Clermont-Ferrand. Presque tous les correcteurs ont remarqué avec inquiétude la présence importante d'exemples pris dans des dessins animés, des productions Marvel ou des séries Netflix. C'est la même chose du côté de l'Académie de Normandie. On attend des futurs enseignants qu'ils ne confondent pas les œuvres littéraires avec leur adaptation par la maison Disney, Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo, qu'ils dépassent les références aux séries télévisées, Glee par exemple, aux youtubeurs ou la Souvenir d'enfance, La Reine des Neiges, pour diversifier leurs propositions et appréhender également les récits avec toute la distance critique nécessaire. Donc au-delà du niveau, c'est la question des références culturelles qui fait débat dans ces concours. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.